Salut Knipif. Hop. Et vous êtes motivé, hein? Vous êtes motivé. Toi, tu vas nous manger cher. Non, 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 mais avec la chaleur, vous êtes nombreux déjà. On va quand même attendre quelques minutes de voir s'il y a du monde qui arrive ou pas. Pour meubler, je vais vous tenir un tout petit peu au courant du bouquin. Euh, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'écrire un livre sur 60 races. J'ai passé le cap des 50 000 mots. 50 000 mots, c'est un cap qui est intéressant pour moi parce que c'est l'objectif quand on fait des nanovrimos. Donc vous connaissez pas du tout les nanovrimos, je pense. C'est un espèce de concours mondial où on lutte contre soi-même et pas contre les autres. Et le but, c'est de d'écrire un roman en un mois. Et un roman, pour être considéré comme un roman, la plus petite taille, c'est à peu près 50 000. Du coup, le nanovrimo, le but, c'est de faire ce 50 000 en un mois. Et donc, je suis une habituée de ce truc-là. J'adore ça. À part que je le fais pas en un mois, je le fais en une semaine, mais c'est pas grave. Euh, Toujours est-il que là, j'ai passé le cap symbolique des 50 000. Ce morceau-là est bien. Par contre, j'ai pas encore parlé de toutes les races. Et le temps tourne. Le temps tourne, je suis très en retard. Et il faut que je vous réponde. Il y a notamment Léa qui m'a envoyé un MP, mais il y en a d'autres qui m'ont envoyé des MP avec des témoignages. Il me faut encore que je réponde. Et Facebook est un peu taquin, il m'a mangé un MP, je sais qu'il y en a un auquel j'ai pas répondu. J'ai promis de faire un truc et ben je ne le trouve plus. L'angoisse. Euh, mais voilà, donc j'ai passé ce cap-là, j'avance pas trop mal, je pense, et j'apprends des tonnes de trucs. Ça, c'est exactement pour ça que j'aime bosser sur ce genre de sujet. J'apprends vraiment plein de choses. Euh, qui sont intéressantes et ça me fait évoluer sur le sujet des races, qui est un sujet qui me tient à cœur, si je peux évoluer, je suis contente. Oui, Caroline? Et une question pour avoir des histoires sur des races de chiens, vu que Ouais, tu as quand même 60 races, ouais, tu as fait appel que à ton réseau ou tu as fait appel à des groupes, t'as fait comment? j'ai cherché. Ah, t'en as trouvé sur Internet, tu veux dire. Oui, j'ai utilisé Google, Voilà, non, non, mais je Scholar, m'inquiétais de me dire, mais comment elle va Gallica. faire? Euh, j'ai utilisé beaucoup le journal L'Éleveur sur Gallica, qui est un vieux journal. Dedans, il y a quelques pépites. On trouve des trucs super intéressants. Le point qui m'embête, c'est que du coup, c'est très franco-français. C'est auto-centré très très fort parce que j'ai accès à des sources qui sont françaises. Et quand c'est pas centré sur la France, c'est centré sur l'Angleterre. J'en ai un peu marre. Mais bon, on va dire que c'est le jeu. Euh, non, non, j'ai pas du tout fait appel. Là, pour l'instant, sur tout le bouquin, donc il y a toute la partie anecdote où ça, c'est les gens qui ont parlé. Et il y a une histoire qu'on m'a racontée, mais il y en a qu'une qu'on m'a racontée, que je ressors. J'ai essayé de trouver les sources et c'est le genre de truc qu'on raconte pas trop en fait. Donc, j'ai trouvé une trace qui me dit l'histoire est plausible, mais c'est un truc qu'on raconte pas trop. C'est sur l'arrivée de la l'agility en France et comment les clubs ont réussi à se payer les premiers parcours. Ce qui est pas évident, en fait, quand on y réfléchit 4 secondes. Enfin bon, voilà. On est 9, donc on est peut-être au complet. On est à peu près le nombre qu'on est censé être pendant le live, je pense. Donc, de toute manière, si vous me voyez bugger à des moments, c'est que j'ajoute des gens. Mais on va pouvoir commencer. Alors, je ne sais pas du tout si on part pour un live de 10 minutes ou de 2h30. Je m'excuse d'avance, je n'en ai strictement aucune idée. J'ai répété, mais vraiment, je ne sais pas vers où on va. Si c'est court, on va tous se souffler de soulagement et mettre tous ce coup-ci, nos pieds dans des bassines.
Euh, Sinon, eh ben, vous allez avoir faim, comme d'habitude. Donc, pour l'instant, on a fait 2 lives sur l'idée de d'augmenter son niveau en éducation positive et on a parlé de la capture et du leurre. Du leurre qui n'est pas le leurre classique, mais qui est donc un suivi de cible. Jusque-là, ça va. On a parlé un petit peu de shaping déjà la dernière fois. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de shaping. On va commencer par ça, puis on va s'intéresser à, en fait, être un expert, c'est-à-dire arriver on va dire, au plus haut niveau en éducation positive, ça demande quoi? Parce que si on sait ce que ça demande, on sait sur quoi on peut travailler, et ça peut être bien. Euh, et après, eh ben, je sais pas. On va voir ce qu'on raconte. Ça va dépendre de vous aussi un petit peu. Donc commençons par le shipping, parce que c'est quand même important qu'on en parle un peu correctement. Le shaping, donc c'est un terme anglais qui désigne une méthode où, au lieu d'avoir une capture avec un seul oui, qui est notre oui final, on a un enchaînement de petites captures qui font un jeu de pistes de manière à atteindre notre objectif final. Et ça peut être très éloigné de notre point de départ. Bon, le jeu de piste peut être immense en soi. Il peut y avoir une multitude d'étapes, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à la fin, on se raccroche aux branches et on arrive à ce qu'on désire au début. Si jamais cette méthode vous intéresse, euh, je pense sincèrement qu'il faut l'apprendre avec le clicker. Donc le clicker, c'est un petit objet, j'en ai pas récupéré là, des fois je vous en amène 50, j'en ai une flopée quelque part. Euh, c'est un petit objet qui fait clic ou clac. Mais globalement, il fait un seul et unique bruit. Il y en a quelques-uns qui sont réglables, qui permettent de baisser un tout petit peu en intensité pour avoir un clac un peu plus sourd ou un peu plus aigu. Ça change pas grand-chose, c'est un bruit unique. On peut le remplacer d'ailleurs par un claquement de langue, mais je trouve que l'objet est intéressant quand on débute parce que ça évite d'oublier. Parce que les débutants ont plein de soucis avec le fait d'être ultra carré. Or, typiquement, là, c'est un truc où c'est ultra carré. Et il faut que votre chien, il ait bien tous les indices. Vous pouvez pas en sauter un sur deux, quoi. Sinon, ça devient vraiment très compliqué comme jeu de piste. Une fois que je vous ai dit ça, ce qu'il faut que je vous dise, c'est, s'il vous plaît, commencez pas sur un chien. Ni sur une poule. D'ailleurs, ça marche très bien avec les poules, mais commencez pas sur une poule, ni sur une chèvre, ni sur un cheval. Commencez sur un humain. Alors, quand on commence sur un humain, il y a un jeu qui existe, c'est le Portal Game, que Knipif est en train de nous écrire gentiment. Donc ça s'écrit Portl et Games derrière. Et ce que je vous recommande, donc je vous ai dit c'est un jeu de piste. Le clicker, et tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est clic égale récompense. Ça veut dire que ça valide un de vos indices, une de vos étapes. Et à partir de là, normalement, vous avez les billes suffisantes pour arriver à lire ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas pour autant que c'est facile. Ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Donc si vous tapez Portal Games sur Internet et plus précisément sur YouTube et que vous cherchez un petit moment, vous allez trouver des vidéos. Notamment des vidéos où vous voyez que les mains des participants qui sont filmées par au-dessus. Et il y en a deux, trois de plus. Bref, il n'y en a pas énormément, à ma connaissance en tout cas. Il faudrait que je vérifie s'il y en a des nouvelles qui ont été postées. Il n'y en a pas énormément qui sont disponibles. Mais ça vaut le coup parce que ce sont des plans qui sont assez longs. Comme je vous disais, ça peut être très rapide, un plan shipping. Ça peut aussi être très 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 complexe et très très long. Donc le plus rapide et en général le premier truc qu'on apprend à un chien au shipping, c'est vraiment aller toucher une cible. Donc si vous, au bout de ma caméra, vous êtes la cible, donc alors, allez, hop, vous êtes où? Vous êtes là. L'idée, c'est de cliquer quand, en gros, le chien va regarder dans la bonne direction. Donc clic, OK, et puis le chien, il va, au lieu de faire un grand mouvement, il va rapetisser son mouvement et se dire, OK, c'est bien là, c'est bien là, c'est bien là, et de clic en clic, on arrive au bon endroit. Et on arrive à toucher sa cible. Alors on peut se dire que toucher une cible, ça sert pas à grand-chose, c'est pas ultra fonctionnel. C'est en réalité un exercice qui est excessivement intéressant parce que on est malin,
On est juste malin. Votre cible, après, vous pouvez le transformer en post-it. Vous arrivez à mettre votre post-it sur un mur. Bon, c'est pas bien utile. Vous le mettez sur un tiroir. Bah, d'un seul coup, vous avez un chien qui apprend à fermer le tiroir. Vous le mettez sur un interrupteur. Vous avez un chien qui apprend à allumer, à éteindre un interrupteur. La question, c'est est-ce que c'est désirable? C'est autre chose, ça, comme question. Mais en soi, vous pouvez lui apprendre déjà des comportements qui peuvent être fonctionnels, qui peuvent servir à des chiens d'assistance, qui peuvent faire des trucs qui sont très précis. Et l'apprendre autrement ne serait pas forcément évident. Alors, on pourrait l'apprendre en mimétisme, c'est vrai. On pourrait peut-être l'apprendre même au leurre ou à la capture, c'est vrai. Mais le shaping, en général, il nous débloque bien là-dessus. Donc ça, c'est un plan qui est ultra simple, vous voyez. C'est une ligne droite, on y va gentiment. euh, et une fois qu'on a touché, ben, on a touché, le chien en capture le comportement final. Normalement, on est bien. Il faut arriver à enlever le post-it à un moment. Bon, ça demande un tout petit peu de malice pour le réduire, le réduire, le réduire, bien encourager l'autre comportement jusqu'à ce que le chien, dans la situation, comprenne le truc. Ok. Il faut aussi arriver à intégrer son signal. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, mais il faut penser à intégrer le signal quand même à un moment. Le Portal Game, si vous le faites avec un humain, ça va vous amener déjà à vous mettre à la place du chien. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait se mettre à la place du chien, c'est super important parce que vous allez vous rendre compte que le clicker et le shaping, ça peut être stressant. Vous allez vous rendre compte que c'est pas facile. On annonce un chemin d'indice, ça a l'air tout simple, l'humain il est ultra clair dans sa tête, il sait exactement ce qu'il veut, mais voyons, cet idiot de chien, il devrait y arriver en 4 secondes. C'est ultra compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui est dans la tête de l'autre. Et puis, en tant que personne qui clique, ça va vous permettre aussi d'avoir des retours. Par exemple, bah, je trouve que tu cliques un peu tard. Ou au contraire, je trouve que tu anticipes un peu trop et moi, tu m'arrêtes toujours avant mon mouvement, avant que je touche. Vous voyez, je suis censée pouvoir attraper mon stylo et en fait, on me clique là. Donc, j'ai pas encore attrapé. Je sens bien que c'est ça, mais c'est avant. Et bah, moi, alors moi, en tant qu'humain, ça me fout dans le doute. Et il y a des chiens, ça va les foutre dans le doute et ils vont s'arrêter avant. Parce que bah, c'est ce qu'on a cliqué au final. Euh, et si vous le faites avec plusieurs humains, vous allez vous rendre compte aussi qu'en passant d'un humain à un autre, on n'a pas les mêmes choses. On apprend à découvrir son partenaire. C'est une espèce de jeu à deux, hein, c'est de la coopération. Donc, en fonction des partenaires, eh ben, ça devient plus ou moins difficile. Je sais que j'ai une copine où je suis littéralement sa bête noire. Euh, ça la met autant en angoisse que ça peut me mettre en angoisse. Et bref, ça fait se rendre compte de beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, moi, en tant qu'humain cliqué, on me donne, alors, il y a des récompenses. En général, ce sont des perles, par exemple. Il ne faut pas oublier de me donner une perle. Ma perle est importante. Mais vraiment, je ne peux pas continuer le jeu si j'ai pas eu ma perle. Ça paraît ridicule et ça l'est, mais alors ça me fait bugger. À un point. Comme le clic légèrement trop tôt, comme plein de détails. Mais ça peut aussi vous montrer, en tant que personne qui clique, les choses que vous avez tendance à oublier. Par exemple, moi, j'ai l'impression que je suis pas très bonne pour intégrer les marqueurs, mais au Portal Game, je le fais toujours. Et je le fais toujours très bien. Il n'y a jamais de souci d'intégration de marqueurs. Bon, c'est pas la compétence première sur laquelle j'aurais parié, très honnêtement, mais visiblement, ça va. Mon timing, je savais que ça coinçait. J'ai pas un bon timing. Il y a Laurence qui dit que ça peut être frustrant et qu'il faut faire attention à la frustration. Et c'est vrai. Ça va être aussi fatigant, autant pour la personne qui clique que pour la personne cliquée. Quand je vous dis tout ça, je trouve que c'est un peu flippant. Ça donne pas tellement envie de s'essayer au truc. On a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment réservé à une espèce d'élite. Et pourtant, je suis désolée de vous l'annoncer, mais je pense que toutes les personnes présentes ici en ont déjà fait. Pas la version officielle, hein, mais je pense que vous en avez tous déjà fait dans les deux sens. Vous connaissez le jeu du chaud et du froid? Tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Tu refroidis, tu refroidis, tu refroidis. Quand on cherche quelque chose. C'est un jeu avec les gamins, ça, hein. Eh bien ça, c'est du portal game. C'est un chemin d'indice. Le seul truc, c'est que ce chemin d'indice-là, nous, on va le transformer un petit peu. Tu chauffes, ça devient notre clic. Et tu refroidis, ça devient nos silences.
Mais en dehors de ça, c'est exactement pareil. C'est juste le code qui change. Alors vous dites peut-être pourquoi on leur dit pas tu refroidis? Et en fait, on se rend compte que les tu refroidis, ça peut être frustrant, énervant et voire même carrément décourageant. Il vaut mieux ne rien entendre qu'un loupé. Vous imaginez, vous avez un puzzle devant vous à faire. Il est beau. Vous prenez votre pièce et à chaque fois que c'est pas bon, il y a quelqu'un qui dit loupé, loupé, loupé. Tais-toi, laisse-moi faire mon truc. Je vais finir par trouver. Mais si la personne dit juste oui quand c'est bon, ça passe. Par contre, si on a 50 loupés, ça passe moins. Donc, juste tu chauffes, ça fonctionne très très bien. Et quand je le dis comme ça, on se rend compte que c'est pas du tout un truc d'expert. Euh, vous passez pas un doctorat avant de jouer à tu chauffes, tu refroidis avec un gamin. Tout va bien. C'est facile à faire. Il faut juste que ce soit clair dans votre tête vers où vous l'envoyez, mais ça, c'est facile. Ça va être plus dur si vous cherchez à faire plus qu'une cible. Par exemple, je vous ai encouragé à aller voir des vidéos. Dans les vidéos, il y en a une qui existe, que j'aime énormément, qui est avec un jeu de cartes et des dés. Et en fait, en fonction, donc il y a une série d'étapes et après la fin, la personne sait qu'en fonction, s'auto-envoie le dé et en fonction du résultat, elle sait ce qu'il faut faire. Et bref, il y a des trucs comme ça. Je crois que c'est ça où il y a le jeu de cartes aussi, hein. Mais c'est avec le dé, en tout cas. Donc vraiment, la personne apprend un marqueur. Donc le marqueur, c'est vraiment... pas un marqueur, un signal, excusez-moi. Donc par exemple, le 1, ça veut dire lève la main. Le 2, ça veut dire touche ton nez. Et elle apprend ça. Elle apprend à jeter son nez. Et du coup, ensuite, elle apprend à s'auto-entretenir. Elle sait lancer son dé, elle sait ce que ça veut dire, elle sait faire le truc. Et ça s'est fait tout au shopping, étape par étape. Et en fait, quand on décompose bien, c'était pas difficile. Mais il faut arriver à décomposer. Et en général, c'est là que ça va coincer. Bon, je vous ai présenté le shipping super rapidement. Euh, le shipping, vraiment, je pense que pour se lancer, faites du Portal Game, renseignez-vous là-dedans. Il y a une formation de Portal Game qui existe chez Musoplus, je crois. N'hésitez pas à faire des trucs comme ça. Une fois que vous serez à l'aise au Portal Game, il n'y aura aucun souci pour passer sur un chien. Vraiment, ça va être facile. Est-ce que connaître ces trois techniques, ça fait de nous des experts? Eh bien, pas du tout. Comme je vous disais, chaud-froid, c'est un truc de débutant en fait, hein. Arriver à l'appliquer à un chien, ça fera pas de vous un expert. Du coup, la grande question, c'est, ok, là, on est censé être dans la troisième vidéo, on est censé grimper de niveau. C'est pas juste en faisant du shipping qu'on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour grimper de niveau? Il y a plusieurs idées qui tournent et ce que je propose, c'est qu'on va en parler un petit peu. Euh, Première idée, bah, faut faire du terrain. C'est-à-dire, il faut aller sur le terrain, il faut s'occuper des chiens, de potentiellement plein de chiens. Euh, et c'est vrai, si vous faites jamais de terrain, si vous allez jamais vous occuper d'un chien, bah, ça va être difficile d'être à l'aise avec l'exercice, quoi. Il y a un moment où faut bien mettre les mains dans le cambouis. Euh, mais c'est pas du tout suffisant. Du tout, du tout, du tout. Euh, je veux dire, je pourrais apprendre de la même mauvaise manière en assis à 50 000 chiens. J'aurais pas progressé d'un iota. C'est pas vrai. Je pourrais dire, oui, j'ai éduqué beaucoup de chiens. Vous voyez comme je suis impressionnante. Mais dans les faits, au bout du troisième, c'était plié. J'ai rien appris d'autre derrière. Si ça vaut le coup de s'occuper de beaucoup de chiens, c'est parce que ça vaut le coup d'être face à des réflexions qui sont différentes, à des partenaires qui réagissent différemment, à des partenaires qui n'ont pas besoin du même timing, qui n'ont pas besoin des mêmes durées, qui ont voilà, des besoins différents. Et effectivement, si on va sur des partenaires qui sont différents vraiment, ben, ça va nous pousser à nous améliorer sur des points qui sont différents. Euh, je vais vous donner un exemple. Quand je faisais l'éducation de Fenris, Fenris, donc c'était mon petit nordique de chasse, il avait besoin de séances qui pouvaient être très longues.
Ça, c'était pas du tout le souci. Mais il avait besoin vraiment de temps pour réfléchir. C'est-à-dire que si j'essayais de le presser un petit peu, je pouvais être sûre que j'allais le braquer. Très 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 vite. Il valait mieux prendre son temps. Ok, la séance était anormalement longue, mais c'était plutôt ça qui fonctionnait avec lui. Si prends un chien comme Flood, là, qui est en train de me tourner autour, euh, lui, la séance, elle peut pas être très longue. Ça, il va monter en excitation, il va monter en frustration, ça va partir dans tous les sens. C'est pas possible. Euh, et il n'a pas besoin de temps de réfléchir puisqu'il ne prend pas de temps pour réfléchir. Si je lui laisse du temps, il va prendre du temps pour s'énerver, mais pas pour réfléchir. Donc, il faut que je sois très rapide dans ce que je fais, que ce soit ultra cadré, parce que sinon, forcément, ça va partir dans un sens pas très arrangeant. Euh, et si je prends un chien comme Fenris, je n'ai pas besoin de réfléchir à mes prérequis. C'est-à-dire que je pouvais attaquer un sport, attaquer une séance, je commence. Avec un chien comme Flood, j'ai plutôt intérêt à réfléchir à c'est quoi les attentes minimales? Je vous donne un exemple. Un exemple dans l'exemple. J'ai tenté un jeu qui est dans des cartons. On met différents cartons, on met une récompense qui est cachée, on l'associe normalement à une odeur. Petit à petit, on enlève la récompense, on laisse l'odeur. Quand le chien trouve l'odeur, on lui donne sa récompense. C'est censé servir pour faire des jeux d'odorat. Bon, ça, c'est sympa. C'est censé également servir pour être à l'aise avec son corps, puisqu'il va falloir fouiller activement dans les cartons. Il va falloir y aller. Donc, normalement, un des prérequis, bah, c'est d'être un minimum à l'aise avec son corps. C'est le seul prérequis auquel moi j'avais pensé, hein. C'est censé être le seul auquel on pense naïvement, j'ai envie de dire. C'est un dérivé de la méthode de Serious Sniffer, pour ceux qui voudraient chercher un petit peu. Même si c'est pas évident de trouver des trucs là-dessus, en vrai. Donc, j'ai fait ça avec Fenris. Fenris a touché vaguement les cartons, c'était très mignon, c'était très poli, il n'y avait aucun souci. J'ai fait ça avec Flood. Flood a démoli le carton, il a fait voler la récompense, il l'a perdu, du coup il s'est énervé sur le carton, il m'a déchiqueté le carton en deux. C'est requis être assez posé pour ne pas tout dégommer. Juste ça. Et vous voyez, quand on fait l'essai avec deux chiens différents, bah, au final on se retrouve quand même potentiellement dans deux situations. Ça, c'est super, super important. Euh, et oui, ça se gagne avec de l'expérience. Il y a Laurence qui nous dit qu'être bénévole à la SPA, c'est top pour progresser. Euh, Rien que pour apprendre le reste au fond du box, donc c'est un apprentissage qui est courant avec les chiens, pour pas qu'ils s'évadent, pour pas qu'ils vous sautent trop fort dessus, voire pour pouvoir juste rentrer tout court. Bah, pour apprendre ça, elle nous dit il faut constamment s'adapter. Et ouais. Et elle donne un exemple. Là, j'ai un chien qui préfère rester à la grille près de moi plutôt que de suivre la friandise en fond de box, donc c'est pas facile. Et ouais, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, il y a je le glisse là, mais je sais pas si tu connais, il y a des petits morceaux de moquette en fausse herbe qu'on peut glisser sous les box. Ça permet de faire une cible. On apprend au chien à se mettre dessus et ça le met pas en fond de box, mais ça le met au côté éloigné de la porte. Et des fois, bah, ça débloque un peu les trucs. Bref, ceci était là en passant. Euh, donc, avoir plein de chiens, oui, mais pas sans les bases. Or là, en termes de base, vous avez vu trois méthodes, c'est pas mal, mais autant dire on a fait que les effleurer, les bases, hein. On s'est même pas intéressé encore aux vraies questions basiques qui vont nous intéresser. Après, on a une autre idée, c'est qu'il faut essayer de remplir une boîte à outils. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expression, c'est-à-dire on a une espèce de boîte à outils avec des outils qu'on va utiliser. C'est des outils éducatifs. C'est peut-être même une boîte à méthode, une boîte à méthodologie. Et au plus elle est pleine, au plus le pro est performant. Et ça, je pense que c'est aussi vrai que faux. C'est vrai parce que pour un professionnel euh, qui est face à un client, le client il arrive, il annonce sa problématique, il faut trouver une solution dans la seconde. Donc, il faut piocher quelque chose dans sa boîte à outils. Au plus on met de choses, au plus on est polyvalent, j'ai envie de dire. Alors, je parle de trucs sympathiques pour le chien, hein.
On met pas n'importe quoi dans sa boîte à outils. Euh, Vous n'avez pas besoin d'un pistolet. Vous voyez l'idée? On y va gentiment. Mais en soi, on peut quand même mettre beaucoup de trucs. Euh, J'aime bien cette idée de base. Elle me plaisait énormément. Je pensais vraiment, quand j'ai débuté, que être un bon éducateur, c'était avoir énormément de trucs et astuces en tête. Je pense toujours que c'est une partie du boulot. Mais maintenant, je pense aussi que c'est pas du tout suffisant parce que il y aura toujours un moment où vous aurez pas le truc. Et si vous savez rien composer, eh ben, si vous n'avez pas le truc, vous allez être juste coincé. Alors que si vous êtes créatif, parce que vous avez assez de connaissances pour pouvoir l'être, eh bien là, ça va tout vous changer. Mon chien me fatigue. Euh, donc, ça va être très important d'arriver à avoir cette créativité-là. Pour avoir cette créativité-là, c'est là où on retourne aux bases et on dit il y a énormément de bases nécessaires et il faut vraiment arriver à aller les chercher. Et en fait, c'était quoi? Tout ce qui nous manque pour passer de OK, je suis un débutant à bon, ben là, je suis plus un débutant. Eh ben, c'est de reprendre toutes ces bases et d'arriver à les comprendre suffisamment, à aller assez loin dessus. J'en ai mis quelques-unes, j'en ai pas mis beaucoup. On va en voir lesquelles vous voulez qu'on essaye de dégrossir. Je vous ai mis, bon, je fais une séance d'éducation, là c'est une séance, hein. Comment je me positionne physiquement? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis accroupie? Est-ce que je tourne le dos au chien? Est-ce que je suis face au chien? Est-ce que je suis debout mais à côté du chien? Ça peut paraître ultra basique, mais en fait en fonction de ce qu'on apprend, c'est un super gros piège. Un piège dans lequel tous les débutants tombent inlassablement. Je crois qu'on en avait parlé il y a 2 semaines par rapport au pas bouger et le départ en agility. Si vous allez voir une compétition d'agility, vous allez voir des gens faire des pas bouger. Ils sont censés avoir un bon pas bouger, en tout cas ils en ont souvent beaucoup travaillé. Et vous allez voir qu'ils reculent. Ils sont face à leur chien et ils reculent comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup qui leur tournent le dos. Ben ça vient d'un défaut d'apprentissage. Et ce défaut d'apprentissage, il leur joue un tour, c'est qu'il y a un moment où il faut bien qu'ils tournent le dos parce il faut bien qu'ils se mettent dans le sens de la course. Et le moment où ils tournent, pouf, le chien démarre. Alors pas tous, mais beaucoup. Oui, j'ai vu beaucoup de compétitions d'agility. Et beaucoup de fois, je fais, ah, c'est comme ça que ça a été appris. Parce que vraiment, le résultat vous dit comment c'est appris dans énormément de cas. Une autre question, quelle récompense? Qu'est-ce que j'utilise concrètement? Quand est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je l'utilise? Quand est-ce que je l'utilise pas? Parce que c'est pas du tout parce que vous êtes pro récompense que vous êtes forcé de les utiliser tout le temps. Et il y a plein de situations où c'est intéressant de pas les utiliser. Euh, on a parlé un tout petit peu de frustration. Comment on gère les émotions dans une séance d'éducation? Les siennes, celles du chien. Je glisse ça là. C'est un très très gros sujet. Quand est-ce qu'on s'arrête concrètement? Là, je fais une séance de shaping. Je commence, ok, ça c'est bon. Quand est-ce que je m'arrête? Pourquoi est-ce que je m'arrête à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus intéressants que d'autres? Très gros sujet. Euh, Autre visiblement très gros sujet, mais qui me perturbe un peu plus, parce que celui-là, je m'en suis rendu compte tardivement, mais il y a beaucoup de gens qui font des apprentissages et qui ne savent pas qu'un apprentissage, on peut l'arrêter à différents endroits. Je vous donne un exemple. Euh, le rappel. Vous pouvez avoir un rappel où votre chien revient s'il n'y a aucun stimuli et qu'il est sur une balade qui est connue. Vous pouvez aussi avoir un rappel qui arrive dans toutes circonstances, c'est-à-dire que votre chien sera capable de traverser une route, passer à ras d'un camion, voire sous les roues du camion, parce que vous avez donné le rappel. On a des extrêmes tout à fait différents dans le rappel. Or, quand vous faites votre apprentissage, c'est à vous de décider où est-ce que vous l'arrêtez. À la fois pour la distraction, pour la durée, pour la distance.
Alors, la durée sur le rappel, ça n'a pas trop de sens, mais sur chaque élément, sur la diversité de milieu, par exemple, vous décidez de jusqu'où vous allez dans le rappel. Ce qui veut dire que quand vous faites un apprentissage, quel qu'il soit, il faut que vous décidiez, c'est quoi votre ligne d'arrivée. Je le rappelle, je vais le répéter, mais surtout pour les professionnels, c'est quoi votre ligne d'arrivée? Et quand vous préparez votre plan, si vous préparez un plan, ça vaut le coup de s'arrêter 3 secondes et de dire, OK, quand j'arrive au bout de mon plan, est-ce que je suis à ma ligne d'arrivée ou pas? Parce que très souvent, les pros se font avoir comme des bleus. Ils s'arrêtent à ça commence à marcher. Mais ça commence à marcher, c'est pas du tout forcé d'être notre ligne d'arrivée. On peut des fois aller beaucoup, beaucoup plus loin et des fois avoir besoin d'aller plus loin. Oui, Caroline? Pardon. Et surtout, moi, je trouve que ce qui pêche, c'est le renforcement, souvent, qui est ignoré. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas la ligne d'arrivée qui est toujours essentielle, c'est renforcer les micro-étapes et Oui, que nous, humains, on est toujours trop pressés, quoi. Et voilà, moi aussi, hein, je suis pas en train de dire les autres. Hein. ça en fait complètement partie, hein. Si tu renforces pas correctement ta base, tu peux mettre une ligne d'arrivée très très loin, tu n'arriveras jamais à l'atteindre. Euh, ça, ça en fait complètement partie. Dans les trucs que j'ai notés, euh, non, c'était le dernier. C'était le dernier que j'avais noté sur les principes de base. Je vous ai mis un autre truc en plus, dont on parlera peut-être un peu plus loin. Euh, donc, toutes ces questions de base, on peut vraiment les aborder comme un débutant, un grand débutant. Donc, par exemple, se positionner, grand débutant, le premier truc que vous devez savoir, on est poli avec son chien. Donc, on se penche pas dessus comme des marteaux. Je fais pas mon rappel plié en deux en mode viens là, petit kiki, viens sous mes jambes. Ça n'a pas trop de sens. Ça, c'est du positionnement de grand débutant. Je fais mon rappel, très bien. Je me tourne, je fais en sorte que le chien il me fonce dessus sur le côté parce que comme ça, je lui permets d'être poli. Si lui il est à l'aise pour venir me voir de face, eh ben, il va me contourner. Mais je vais quand même essayer d'avoir un début de politesse. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la base de la base. Bon. Mais si je veux pouvoir faire mon départ d'agility sans regarder mon chien droit dans les yeux, bah, il y a un moment où, lors de l'apprentissage, il va falloir que je lui apprenne que je peux être dans n'importe quelle position. Il va falloir que je lui apprenne que je vais peut-être courir, mais c'est pas pour autant qu'il faut démarrer. Il va falloir que je lui apprenne que je peux être d'un côté ou de l'autre, que je peux ne pas le regarder, que je peux être concentrée sur un truc, je peux être en train de me dire, ok, mon parcours il ressemble à quoi? Il faut que j'ai cette liberté-là quand même. C'est ça aussi l'objectif final. Donc, si c'est ça mon objectif final, ben, quand je lui apprends à ne pas bouger, je commence à bouger. Alors lui, il bouge pas, moi je remue, en le regardant, certes. Et puis très très vite, je commence à décaler une hanche. Je commence à tourner une tête, je commence à ce que mon regard s'en aille. Tout doucement, des toutes petites étapes. Et je récompense bien. Comme Caroline disait, les micro-étapes, c'est pas des micro-étapes, c'est des vraies étapes en fait. Il faut vraiment les prendre en compte. Euh, Vraiment, vraiment, tu t'es régalé. alors, je sais pas qui j'entends. Hop, on va couper le son de ceux qui n'ont pas coupé le son. Parce que j'entends quelqu'un d'autre que moi. Et si moi je l'entends, vous devez tous l'entendre. Euh, donc, se positionner, vous voyez que déjà, rien que là, sur une question qui est ultra basique, j'ai vraiment une approche de débutant et puis une approche déjà un peu plus confirmée. Je suis capable d'atteindre mon objectif. Ok. Alors ça, vous allez peut-être y arriver, mais qu'est-ce que votre chien, il en a compris? Exactement. Il y a Yannick Toulon de Canissimo qui a fait des vidéos qui sont très drôles. Moi, je les ai trouvées hilarantes. Je sais pas si elles vont être trouvables facilement, très honnêtement. Elles sont sur Facebook, mais je ne sais pas si elles seront trouvables. Où elle teste ses signaux corporels pour vérifier que ces chiens comprennent bien ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si elle leur demande un truc de manière vocale, il faut que le chien
ait entendu ce truc-là et l'ait fait à cause du vocal, et pas parce qu'elle a un geste parasite. Alors pourquoi elle fait ça? Parce que bah, elle fait du sport à haut niveau, et quand on essaye de monter dans les niveaux, bah, le chien, il y a des moments où il va pas nous voir. Donc il faut bien qu'il ait bien capté le mot. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se couche par terre, les mains dans le dos, la tête mais littéralement face au sol. Et elle fait sa demande. Si le chien le fait, c'est que le chien il a bien compris ça, c'est pas du tout une position normale. Si le chien le fait pas, c'est que potentiellement il n'a pas écouté ça ou il y a une position qu'elle n'a pas posée. Or, elle a vraiment besoin de toutes les positions parce qu'elle fait du frisbee. Or, en frisbee, on bouge beaucoup. Donc ça, là, on est en train de monter dans un niveau d'expertise qui est déjà bien différent. Sur juste la position que je prends. Être libre de ses positions. Et ça, c'est qu'un tout petit sujet parmi tous les sujets. Et j'ai pas tout mis hein, en sujet. J'en ai pris quelques-uns là qui me venaient comme ça cet après-midi. Oui, j'ai répété avant cet après-midi, mais cet après-midi, je me suis dit, ah, il faut quand même que je leur remette ça. Euh, donc, ça fait plein de trucs qu'on doit bosser. Et pour moi, ce qui est le plus difficile quand on veut monter de niveau, c'est que tout ça, on va l'acquérir soit par l'expérience pure et dure, mais là, ça va vous demander d'être créatif, d'avoir du recul, de vous dire, OK, là, je bloque, pourquoi? Et d'expérience, les gens n'ont pas tendance à faire ça. J'ai vu notamment des compétiteurs d'agility faire un apprentissage d'une manière, voir que ça marche pas, et prendre un deuxième chien, parce que le premier chien était buggé, alors on essaye avec un deuxième chien, et puis bizarrement, avec la même méthode, on obtient la même chose, et du coup, bah, ils ont pris un troisième chien, parce que le deuxième chien était buggé, mais c'est pas le chien qui est buggé, c'est la méthode. Euh, et il y a un moment, c'est la méthode qu'il faut changer, pas le chien, pour être quand même bien rappelé. Euh, et aussi, un autre truc à rappeler, c'est que quand on a un apprentissage comme ça qui est foiré, on peut le refaire. Alors oui, il va sans doute falloir changer le code et changer des trucs, mais on peut le refaire. On n'est pas forcé de juste dire dommage. Non, il y a plein de trucs qu'on peut refaire. Mais donc voilà, je voulais vous alerter sur le fait que c'est pas facile de trouver les trucs de base, de s'y confronter et dire, OK, là, il faut que je progresse sur ce sujet-là, et c'est vraiment celui-là. Donc là, par exemple, le sujet, je pense, c'était la distance. Quelle distance on travaille quand on travaille une demande? À quelle distance le chien peut être de nous? Et en fonction de cette réponse, on n'obtient pas du tout les mêmes choses. Alors là, je me concentre sur Agility parce que j'en ai vu assez pour pouvoir en parler. Il y a plein de d'autres circonstances, dont des circonstances de la vie quotidienne, hein, où de la distance, ça peut être utile. Euh, Au plus on va vers du sport, de la compétition, au plus nos demandes ont intérêt d'être précises, et au plus on veut briller en compétition ou aller loin, au plus il va falloir, pareil, être précis. Donc c'est un cas où on va voir des apprentissages facilement complexes. Par contre, qu'une personne réussisse avec un chien, ça ne veut pas dire qu'elle réussira avec un deuxième. Ce que je vous ai dit, hein, c'est du partenariat. Donc, c'est pas parce qu'un chien a trouvé comment super bien coopérer avec vous que les autres vont réussir. Il faut aussi que vous soyez bon pour que les autres réussissent. Et c'est pour ça qu'on voit des compétiteurs qui montent très très haut avec un chien, mais qui font rien avec les autres. Avec les autres, ça marche pas. Et ça marche pas du tout. Bon, ils avaient eu un petit génie qui les a super bien compris ou qui était ultra à l'aise dans la discipline directement. Et puis il y a des compétiteurs, eux, c'est chaque chien. Alors pas forcément au même niveau, parce qu'il y a quand même un moment où les performances physiques du chien vont compter, mais on a des compétiteurs qui, de chien en chien, vont devenir champions de leur région. Ce sera pas un souci. Encore et encore et encore. Nouveau chien, nouveau champion, nouveau chien, nouveau champion. Bon, bah ça veut dire que quelque part, la personne déjà, elle a un petit peu plus de bagages. Et c'est pour ça que je sais que j'ai beaucoup de jeunes pros dans mon public et beaucoup de futurs pros et des fois de pas jeunes pros d'ailleurs. Euh,
ça vaut le coup vraiment de se confronter à des chiens très différents. Faut pas croire qu'en se spécialisant dans un type de chien, on va devenir meilleur avec ce type de chien. On devient meilleur, je pense en tout cas, vraiment face à la diversité. Parce que c'est la diversité qui va vous pousser à être bon dans le timing, même si vos 10 chiens de cette race-là, vous le demandez pas. Bon, ben, quand le 11e chien de cette race-là vous le demandera, ce sera pas à lui de s'adapter. Vous saurez vous adapter à lui. Et c'est le bout qui me semble important, tout bêtement. Ceci étant dit, j'ai gardé quand même un petit truc technique parce que euh, je vous ai parlé du shaping, je vous ai parlé des trucs de base, on va revenir sur les trucs de base, mais il y a un détail que je vous ai pas dit. Dans le shaping, euh, il y a quand même des techniques qu'on peut mettre dans une boîte à outils qui sont pas des trucs de base et qui peuvent être intéressants. Donc je vous en ai trouvé un, il en existe sans doute beaucoup d'autres, mais moi je suis toujours pas éducatrice, je suis toujours que comportementaliste canin. Donc, je ne remplis pas entièrement mes boîtes à outils de ça. J'en mets plein, mais voilà, pas plus que ça non plus. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais quand même vous parler du backshining. Euh, à main levée, est-ce que vous connaissez? Ou avec des petits oui dans... Ouais, Hmm, je vois une réponse. Les autres, soit je vois rien, ouais, ouais. Ok, il y a pas mal de oui. Il y a quelques noms ou pas le terme. Bon, donc, je vais vous expliquer ça tranquillement. Euh, Quand vous faites du shaping, globalement, vous apprenez pas un comportement, mais une série de comportements. Par exemple, si j'apprends à aller toucher une cible pour fermer un tiroir, quand je vais demander à mon chien d'aller fermer le tiroir, il faut qu'il se déplace jusqu'au tiroir, il faut qu'il appuie sur le tiroir pour le fermer, et il faut qu'il s'arrête quand il entend clac, globalement, ou quand il n'arrive plus à appuyer. Bon. Donc c'est pas un comportement comme s'asseoir, même si s'asseoir on pourrait pareil le défaire en plusieurs comportements, mais c'est vraiment une série de comportements. Quand on a une série de comportements à apprendre comme ça, généralement on essaye de l'apprendre en ligne droite. C'est-à-dire comportement 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et on essaye vraiment de construire sa chaîne, maillon par maillon, en renforçant chaque étape. C'est une bonne manière de voir les choses, mais c'est aussi une manière qui peut être... Recording. Alors, coupez le son. Qui peut être un peu plus longue que nécessaire. L'autre manière de faire ça, c'est de le faire à l'envers. Dire, et si j'avais l'étape 4, est-ce que l'étape 4 ne provoque pas l'étape 3 de 1? Je vous donne l'exemple qui me paraît le plus évident, le rappel. Je pourrais apprendre au chien à étape 1, on me regarde. Coucou. Étape 2, on avance vers moi. Oui, c'est le moment. Étape 3, on vient vraiment jusqu'à moi, à me toucher la main, par exemple, si je veux un rappel où vraiment je peux attraper le chien, ou à se mettre au pied. Moi, je vous le recommande pas du tout, parce que ça fait des chiens qui pivotent très fort, ils peuvent vous faucher. Moi, ma chienne faisait ça, c'était pas rigolo. Elle faisait très très mal. C'est pas moi qui lui ai appris ça. Mais bon, bref, vous pouvez lui apprendre ça pour faire un rappel au pied, ça fait propre, il paraît. Bref, et vous mettez vos étapes une après l'autre. Le problème, c'est que regarde-moi, bah, votre chien il est loin, c'est pas forcément évident à choper. Faut que le chien comprenne que c'est ça, faut pas qu'il se retrouve à vous regarder en permanence derrière. Déplace-toi jusqu'à moi, bah va falloir quand même le capturer aussi, c'est pas forcément une évidence. Et puis après, il faut encore que j'arrive à obtenir la position et que j'arrive à lui expliquer que c'est ce comportement, puis celui-là, puis celui-là. C'est long et chiant. Deuxième solution, je lui apprends à mettre son harnais dans ma main, directement. Je fais que ça. Le harnais touche ma main, bravo le chien. Le harnais touche la main, bravo le chien. Et je fais que ça, mais vraiment. Et à un moment, mon chien, il a 4 mètres de moi et je dis, le harnais touche la main. Ben là, il va bien me regarder, il se passe un truc. Et puis pour le faire, il va bien falloir qu'il marche. Du coup, il arrive et il a mis son harnais dans ma main. Et du coup, j'ai mon rappel. Ce qui veut dire que pour bosser mon rappel, j'ai travaillé
euh, dans un espace d'à peu près 1 mètre. Ce qui n'est pas le premier truc auquel on pense, c'est pas le truc le plus intuitif. Néanmoins, s'il veut avoir sa récompense, un chat, il veut avoir sa récompense et faire le truc, il faut bien qu'il vienne. Et là, en fait, mon apprentissage, je l'ai construit à l'envers. Quand vous avez des apprentissages super complexes, de temps en temps, ça vaut le coup de vous dire, est-ce que je le bosserai pas par la fin? Donc, par exemple, moi, je vais pas apprendre à un chien à s'approcher gentiment de la voiture, puis à sauter dans la voiture, et à rester, à ne pas bouger dans la voiture. Je vais foutre une gamelle dans la voiture, le chien sera dans la voiture, bravo mon chien. Je vais mettre un code là-dessus, puis après, bah, pour avoir son bravo mon chien, il faudra bien monter dans la voiture. Donc le déplacement, bah, il est induit. C'est pas grave, Claudine. Il y a Claudine qui clignote, elle a un problème d'internet. Euh, et j'espère que ça va avec la tempête. Je crois que là, on souffre tous de la météo d'une manière ou d'une autre. Mais donc voilà l'idée du backchaining. Et ça, vous voyez, si personne vous l'explique, bah c'est dur de l'avoir. Mais une fois que vous l'avez en tête, que c'est dans votre espèce de boîte à outils, comme un outil créatif, quand vous êtes face à votre problème, vous pouvez dire, OK, je le prends comment? Je sais pas le faire, je connais pas de tuto. C'est pas grave. C'est pas grave, je peux créer de toutes pièces un tuto. Il faut juste que je trouve mon objectif final, que je trouve des étapes et que j'arrive à être malin avec mes étapes. Alors, pour être malin avec mes étapes, ben, j'ai un outil qui s'appelle Backchaining. J'ai un autre outil que moi j'utilise beaucoup que j'appelle les ponts ou les passerelles. L'idée, c'est d'apprendre des comportements intermédiaires qui vont me servir à autre chose. Euh, donc, par exemple, touche la main. Je vais apprendre du touche la main, puis à un moment, je vais vouloir faire du test de consentement et je vais me dire, bah, le test de consentement, on touche la main, ça fonctionne bien. C'est un comportement assez précis pour me permettre de voir ça. Donc, je vais l'utiliser directement là. Ce qui fait que j'ai pas appris de test de consentement. Enfin, pas de test de consentement, excusez-moi, de test de concentration. Pas la même chose quand même. J'ai pas appris un test de concentration, j'ai vraiment appris un autre comportement et je l'utilise. Et en fait, en utilisant comme ça de manière détournée d'autres comportements, bah, des fois, on trouve des passerelles inattendues qui nous permettent de gagner du temps ou qui nous permettent de faire des choses moins compliquées. Et rester créatif, il y a Caroline qui dit c'est super intéressant de le faire, mais je dirais même que c'est capital. Un, pour pas s'ennuyer, parce que je sais pas vous, mais moi, l'usine, ça m'attire pas tellement. Alors refaire en boucle les mêmes choses, c'est sympa. Globalement, les tutos, je les teste une fois. Une fois que j'ai réussi à le faire bien avec un chien, deuxième chien, troisième chien, je ne veux plus en entendre parler. C'est bon, c'est bon. Et j'ai compris. Si vraiment j'en ai besoin pour un autre chien, il faudra bien que je le fasse. Mais globalement, si j'en ai besoin avec un autre chien, je vais essayer de trouver un autre tuto à tester. Pour continuer de multiplier les tests. Et ça, c'est un truc que je vous avais déjà conseillé, mais je vous conseille vraiment de continuer à fouiller, à être créatif, à réfléchir, à chercher une autre manière de faire. Parce que c'est pas parce que cette manière de faire est populaire que c'est la meilleure. Euh, Il y a Knipif qui dit, le backchaining permet aussi de renforcer le comportement final en augmentant de façon naturelle les répétitions. Oui, tout à fait. Et ça rend en fait le maillage de la chaîne beaucoup plus solide et naturel. C'est vachement pratique. Mais c'est vraiment une super technique. Euh, et Caroline nous dit que être créatif, c'est capital parce que ça dépend aussi des chiens et certains nous demandent de nous adapter à eux. Bah, j'aurais tendance à dire que tous les chiens demandent de nous adapter à eux. L'erreur qu'on fait, c'est que les chiens sont sympas. Donc si on s'adapte pas, ils peuvent arriver à faire le nécessaire pour s'en sortir. Mais quand on leur demande de produire cet effort-là, bah, c'est quand même moins motivant, c'est moins fun, et puis c'est potentiellement plus long. Enfin, si on arrive à s'adapter à eux, c'est quand même mieux, hein. Euh, Enfin, moi je trouve. Comme on disait, c'est un partenariat, hein. Si votre partenaire il parle qu'anglais, vous n'allez pas lui parler portugais. Il y a un moment où il faut s'adapter un petit peu. Les chiens, c'est pareil.
Il y a Léa qui dit, il faut essayer avec les chats, pas le choix de s'adapter. Effectivement. Mais essayez déjà avec de l'humain. Passer de l'humain au chien, c'est intéressant. Et il y a des gens qui font ça avec des poules, des chèvres, des chevaux et plein d'autres animaux. C'est super intéressant. Et on redécouvre certaines choses. Moi, le premier jour où j'ai cliqué un cheval, je fais ah, oui, mais il y a de l'herbe. Le chien, effectivement, il est pas dans une marée de croquettes. Mais le cheval, il y a de l'herbe. Et comment je fais, moi? Et là, on redécouvre des trucs et on apprend des trucs et c'est super, super intéressant. Et il y a Knipif qui dit qu'il faut être aussi créatif, il faut s'adapter également à d'éventuels humains en situation de handicap, y compris temporaire. Et oui. Ou même ce qu'on va appeler des handicaps invisibles ou comme je disais, bah, moi, clairement, je suis la bête noire d'un certain nombre de gens qui cliquent. Je fais pas exprès. Je fais pas du tout exprès. Ça me met dans un état de stress qui les stresse aussi. Je fais pas exprès. Mais ça reste super intéressant, je pense, pour tout le monde. Euh, Néanmoins, là, on parle du shipping. C'est pas parce que vous savez faire du shipping qu'il faut faire du shipping. Dans votre boîte à outils, quel que soit votre niveau, vous avez toujours la capture et le leurre. Et il faut pas les oublier. Et vous avez toujours le choix de pas éducatif ce coup-ci. Et il faut surtout pas l'oublier, parce que pas éducatif, très souvent, c'est une super idée, mais vraiment. Mais néanmoins, si vous voulez passer par de l'éducation, si même pour le fun, vous voulez faire de l'éducation, euh, vous n'avez pas un seul outil. Il n'y a pas genre un outil ultra perfectionné qu'il faut utiliser tout le temps face à un petit truc pas intéressant qu'il faut jamais utiliser. Les trois sont ultra intéressants, les trois méritent d'être utilisés, juste pas pour les mêmes choses. Oui, Caroline? À 3, on a le droit de rajouter un 4. On a le droit de rajouter le 4. La au chien, dans certaines situations. Pardon, hein. Non, non, dans les trois, je mets la capture, donc mon leurre et le shaping. On peut rajouter un 4 avec le mimétisme. Dans le mimétisme, c'est une grande famille dont je parle vraiment pas assez. Euh, mais on a du mimétisme entre chiens, on a du mimétisme humain-chien et on a du mimétisme appris. D'ailleurs, c'est pas le bon mot mimétisme, c'est Non, imitation. non, mais il y a en fait, je suis d'accord, il y a aussi le mimétisme qui est super intéressant, que j'adore. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, ce que je vois sur beaucoup de posts et beaucoup de commentaires et d'échanges avec des gens, c'est que parfois, on n'a pas besoin. D'aucun des On quatre. peut aussi lâcher la grappe au chien. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps lâcher la grappe au chien, faire n'importe quoi, ne pas gérer l'environnement, mais aussi gérer l'environnement, mettre le chien en sécurité, le mettre en confiance. Bah, parfois, en fait, son cerveau, il va fonctionner tout seul. Et donc, ces outils, cette boîte à outils, elle est géniale, mais il ne faut pas oublier celle où on peut aussi lâcher les grappes au chien. Je pense que c'est ce que tu fais avec les tiens aussi quand même. Ah ben moi, je les éduque pas. Oui, oui, enfin, tu as testé plein de choses depuis le temps que je te connais. Je teste plein de choses, mais concrètement, ma dernière séance d'éducation, elle a plus de 2 ans. Elle a plus de 2 ans. La vérité, c'est que là, mes dernières séances d'éducation qui ressemblent à l'éducation canine, c'est sur ma fille. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Mais vraiment, hein. J'ai un bébé de 2 ans qui apprend des trucs et que je félicite. Tadam, vous avez de la capture. J'ai un bébé de 2 ans qui regarde ce que je fais et qui m'imite. Tadam, vous avez de l'imitation. Très très clairement, mes séances d'éducation, en ce moment il y en a beaucoup, mais sur l'humain. Par contre, sur les chiens, ça a plus de 2 ans. Euh, Faudrait regarder. Je pense que les dernières, en plus, je les ai fait pour faire des vidéos. Euh, mais c'est une boîte d'outils qui reste pertinente en soi, pour le fun, pour faire des exercices juste pour faire réfléchir le chien, pour débloquer une petite situation à un moment précis où
Oui, je pourrais faire de la gestion de l'environnement, oui, je pourrais faire plein de choses, mais là, en rajoutant un poil de capture, je peux choper un truc intéressant, alors continuer d'envoyer le chien dans le bon sens. Je me le fais ma capture. Moi, je suis une fanat de capture, hein. C'est la méthode la plus fainéante du monde, faut dire. Donc, moi, je suis pour la ligue des fainéants. Donc, vraiment, vraiment, rejoignez-moi dans cette ligue, faites de la capture, c'est trop bien. Mais du coup, cette boîte à outils, avec donc ces quatre grandes méthodes, avec plein de trucs dedans, il n'y a pas de raison de la mettre à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps, là, pendant trois lives, de l'explorer. Parce qu'elle est intéressante en soi. C'est pour ça que je tiens toujours un groupe d'éducation positive. C'est parce qu'elle est intéressante en soi. J'ai pas dit que pour moi, le gros sac à dos comportement était pas plus important. Je vous ai dit, hein, je mettais pas grand-chose dans celle-là. C'est parce que je remplis un autre sac autant que je peux, qui est un sac pour le comportement. Et pour moi, c'est celui-là. Mais c'est pour ça que je suis comportementaliste canin. Mais pour l'éducation, ces trucs-là restent intéressants. Euh, Et du coup, c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, pour la plupart des gens. Enfin, ce que je vois hein, autour de moi, c'est dans quelle case on met l'éducation, on met le comportement. Moi, je veux éduquer mon chien. Et puis alors, quand tu dis aux gens, bah non, en fait, il faut comprendre le comportement de ton chien. Et il n'y a pas tellement besoin de l'éduquer si tu le comprends. Et là, ça devient tout un bouilli-bouilla plus tout ce qu'on Compliqué. fait sur les réseaux Ouais. sociaux, les éducateurs comportementalistes pas du tout à jour qui nous font croire qu'ils sont bienveillants. Ça devient très compliqué, je trouve, à expliquer, hein. Mais euh, à mon sens, pour un débutant qui veut augmenter son niveau en éducation positive, le maître mot, ça devrait être, si ça me pose un problème, je m'intéresse d'abord au comportement. Si c'est pour le fun, tout ça, je pars sur de l'éducation, je me pose pas de questions, c'est pour s'amuser. Par contre, si j'ai un problème avec mon chien, vraiment un problème, je laisse tomber ce morceau-là. Je vais d'abord m'intéresser au bien-être, à l'environnement, aux causes du comportement. Je vais m'intéresser vraiment à ce morceau-là. Et quand j'aurai fini de bosser ça, quand vraiment j'aurai bien bien creusé ça, peut-être qu'il faudra que je rajoute un petit morceau de comportement, d'éducation, pardon. Mais c'est pas sûr parce que très probablement il y aura plus de problème. Mais Céline, il y a quand même un souci, c'est que la plupart des gens qui veulent dresser, même éduquer leurs chiens, ils ont quand même un problème de contrôle. Moi, c'est ça que j'ai du mal à... Enfin, tu sais que je suis sur beaucoup de groupes. Comment on peut arriver à faire comprendre à des gens que le souci n'est pas là, quoi. C'est ni dresser ni éduquer, en fait, à la base. Après, éduquer, c'est intéressant si tu as déjà la compréhension de ton individu chien. Ça, malheureusement, c'est une question qui est immense, on n'y répondra pas aujourd'hui, hein. Parce que je pense que ça dépend vraiment, vraiment, vraiment d'où en sont les gens et de comment on arrive à les attraper pour arriver à leur expliquer les trucs. Euh, mais à chaque client, on va voir qu'il y a cette envie de contrôle qui est plus ou moins lourde. Et effectivement, ça peut passer par de l'éducation, mais de l'éducation positive, et ça n'a aucun souci, hein. On contrôle très très bien un chien en éducation positive. Euh, Par contre, ça résout pas les problèmes. Euh, Encore hier, j'avais mon client qui me disait, mais pourtant, elle connaît très bien le assis, le coucher, le pas bouger, le donne la patte. Bah oui, 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 oui. Je n'en ai aucun doute. Et néanmoins, on est en séance parce qu'il y a des gros soucis. Et c'est pas lié, en fait. C'est juste pas lié. Je sais même pas comment vous trouvez une analogie à tel point, un point, c'est pas lié. Comme si je vous disais, bah, le cuisinier est super doué, pourtant le toit lui tombe sur la tête. Bah oui, oui, effectivement, bah, le toit, il va pas le réparer avec des lasagnes, hein. Donc, il faut peut-être faire autre chose. Et là, vraiment, on est sur ce type de problème. Euh, on a un gros souci de positionnement. Mais ça, c'est pas du tout le sujet du jour. Il y a Claudine qui nous dit le lien à créer en premier lieu, on est d'accord. Ben, là, on s'éloigne très fort du sujet, par contre. Oui, Caroline. Il y a un message de Knipif que j'aimerais bien que tu répondes. Ah, j'ai pas, ça a sauté un peu trop. Oui, c'est ça. J'avais lu le message de Nathalie.
Ma plus grosse difficulté a été d'apprendre à mon chien à désobéir, contexte particulier, sport canin de flair. Il a le pif, pas moi. Bah oui, 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 oui. Et c'est pas du tout évident de dire à son chien, mais en fait, t'as la liberté de me dire, tu te gourres, tu te gourres, mon humain. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Ou là, j'ai un autre problème qui est vachement plus urgent que ce que tu es en train de me demander, donc il est hors de question que je fasse ça. Je vous ai parlé en introduction de mon bouquin, et dans le livre, il y a une anecdote que j'ai pas encore mis, que je me tâte à mettre. J'ai un doute. C'est une anecdote sur le Kelpie. Alors le Kelpie, c'est un chien australien qui à l'origine est un chien anglais. Les Anglais se déplacent, ils emmènent leur chien avec eux à chaque fois. Donc on avait ce qu'ils appelaient des collets de travail. Donc ça reprenait à peu près tous les vieilles races anglaises avant la séparation des races globalement. Ou au tout début de la séparation des races, c'est-à-dire que le bobtail était parti de son côté. Bref, trop de détails. Oubliez ça. Donc, en Australie, ils avaient des problématiques de vastes territoires et pas de frigo. Alors, vous voyez peut-être pas le lien entre les deux, mais le lien, c'est que quand on veut déplacer de la viande, pas de frigo, c'est ennuyant. Ça veut dire qu'ils ne déplaçaient pas de la viande, ils déplaçaient les animaux encore vivants et on essayait de les abattre au dernier moment. Et donc, chaque semaine, il fallait déplacer ces animaux. Ça fait beaucoup de déplacements d'animaux et c'est très compliqué parce que on parle pas de les déplacer sur une route avec des clôtures de chaque côté. Non, on parle de les déplacer dans un espace où il y a plein de trucs, où potentiellement il y a des montagnes, il y a des ravins. Bref, c'est un petit enfer à faire et il faut le faire chaque semaine. Chaque semaine, il faut amener un nouveau bout de troupeau jusqu'à la ville pour l'abattage. Et c'est pas joyeux du tout ce que je suis en train de vous raconter. Je m'excuse pour tous les gens qui sont très sensibles comme moi. Euh, mais à cette époque-là, ils ont donc décidé d'organiser des concours de chiens, et vraiment de chiens de travail, pour voir qui étaient les meilleurs chiens pour déplacer. Et ils se sont dit, on va faire un exercice qui est un exercice qui n'est pas évident. On va prendre un chien, on va prendre des moutons, on va en prendre trois. On va mettre les moutons, on va les libérer de l'enclos, et le chien va devoir les ramener à l'enclos. Voilà, comme ça, vous allez me dire, Ouah, ramener des trois chiens, trois moutons à l'enclos, ça devrait aller. Ouais. Du coup, en plus, on va mettre une foule de gens en train de courir au milieu. N'importe comment. Et le chien doit faire passer les trois moutons à travers la foule en train de courir pour les ramener à l'enclos. Vachement plus marrant, hein? Franchement. Et donc, on nous dit, ah bah, il y a un chien qui a super bien réussi et tout. Bon, bah, c'est merveilleux, ok, ok. Et puis, l'anecdote continue. Et on nous parle d'un autre chien, je crois que c'est un autre chien, qui réussit aussi admirablement bien un bout d'exercice qui était à nouveau des exercices comme ça qui sont très compliqués. Dernière ligne, et c'est d'autant plus admirable que le chien l'a fait avec une patte brisée. Et là, je suis désolée, mais il y a un gros problème. Parce que moi, si mon chien a une patte brisée, je veux qu'il s'arrête et qu'il me dise patte brisée! Ok, tu t'occupes de ma patte brisée. Et pas, mouton, bien sûr, je vais aller chercher, attends, je fais un rond. Non, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est patte brisée. Et en pleine nature, mon chien se brise la patte, je veux le savoir avant que il aille s'achever, en fait. C'est ça l'urgence. Mais, je vous disais, hein, quand on fait un apprentissage, on voit où on l'arrête, on peut tout à fait l'arrêter bien au-delà de patte brisée. Patte brisée, tu continues mon chien. Et même en positif, on peut réussir à faire des trucs vraiment hardcore comme ça. En positif, c'est un peu plus dur. Ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Par contre, normalement, si on fait de l'éducation positive, on a assez d'éthique pour se dire non, je vais m'arrêter avant la patte brisée. Quand même. Donc j'ai mis tout un bout d'anecdote et j'ai pas mis le bout d'anecdote patte brisée parce que en vrai, ça me fout en colère. Mais vraiment en colère. Bref, c'était pas des calpis, c'était les chiens qui ont servi à faire les ancêtres. Donc c'est vraiment les ancêtres des calpis. Euh, nos premiers chiens. Et là, je me dis, mais si c'est ce genre de chien qui a servi à faire la sélection, qu'est-ce que ça raconte derrière?
Je trouve que ça raconte quand même quelque chose. Bon, maintenant qu'on en est là, est-ce qu'il y a des questions globalement sur le shopping? Je vous ai pas posé la question une seule fois. Vraiment purement éducation. Tout le monde sait jouer au jeu du chaud-froid, ça va? Pas de réponse, c'est que ça doit aller. Donc, il y a Laurence qui dit après, même sans aucun apprentissage, un border est capable de poursuivre des trucs jusqu'à l'épuisement. Ouais. Et c'est une question de sélection. Et d'hypertype. Comportemental, mais d'hypertype quand même. Euh, D'ailleurs, si ce genre de concours était organisé par rapport au Calpi, c'est justement pour faire de la sélection. C'est justement pour aller chercher vraiment les chiens les plus hardcore. Et c'est eux qu'on a utilisés. Et ça raconte énormément de choses du coup sur la race derrière. Là, on a deux choix. On a tous très 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 chaud. Soit je vous donne un peu de devoir et on s'arrête, soit on reprend une de nos questions que j'ai posées sur les trucs de base et on essaye de voir un nouveau un petit peu, ça donne quoi un truc de débutant et ça donne quoi quand on monte. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je crois qu'on a tous très très chaud. Préfère quoi? Hein? Préfère quoi? Les deux me vont. C'est pour vous. S'il y a une question, donc j'avais dit comment on se positionne, celle-là je l'ai un peu développée. Quelle récompense et quand? Comment gérer les émotions du chien? Sans dire que ça c'est ultra vaste. Euh, Quand est-ce qu'on s'arrête? Jusqu'où on va? On en a parlé un petit peu de ça. Donc c'était ce genre de questions. Il y en a peut-être d'autres ultra basiques, hein. Moi, j'aimerais bien parler de comment on choisit les récompenses. Ouais, Moi, plutôt l'excitation du chien, comment tu gères ça, en fait. on peut aller, ça peut aller de pair. On peut se faire un truc ensemble. Euh, Il y a aussi le positionnement du chien au départ dans son apprentissage. Ouais, oui, oui, oui. Eh bien, on va parler alors. Et je vous donnerai les devoirs à la fin. Pour ceux qui sont vraiment très très tentés. Euh, donc, comment on choisit une récompense? La récompense, c'est globalement un truc que votre chien a envie à ce moment précis. Donc ça peut tout à fait être ouvrir la porte. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut être un walk, t'es beau. Pour la petite histoire, je me suis occupée un long moment d'un cheval qui avançait pas trop en balade, sauf si je commençais à lui dire à quel point il était merveilleux. Et alors là, je n'avais plus un cheval. J'avais un étalon. J'avais une monture splendide qui roulait des mécaniques, qui arquait l'encolure. Il avait une longue crinière en plus, enfin un truc magnifique. Et vraiment, je n'avais pas le même cheval. Le poids des récompenses orales est souvent sous-estimé et pourtant, c'est pas rien. Ça veut pas dire que ça fait tout non plus. La question, c'est vraiment qu'est-ce que votre chien aime. Donc, il y a un petit test qui existe, qui est assez rigolo à faire. C'est de prendre un endroit relativement vide dans une pièce et vous faites un arc de cercle, un demi-cercle. Et vous mettez des récompenses alimentaires et non alimentaires à différents endroits. On est d'accord que vous pouvez pas mettre votre voix. Bon, on l'enlève du lot. Ni de porte qui s'ouvre d'ailleurs, mais vous pouvez mettre tout ce qui est jouet et alimentaire. Donc vous faites vraiment votre touk 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 touk. Vous notez sur une feuille de papier ce que vous avez mis précisément et où. Et vous laissez votre chien y aller. Lui, ça lui fait un petit jeu, il découvre son truc, il dévore plus ou moins son truc en fonction du niveau de gloutonnerie de votre chien. Moi, j'ai eu des chiens qui m'ont tout mangé et j'ai des chiens qui n'ont mangé qu'un seul et unique truc. J'ai eu les deux. Je sais qu'il y a des chiens qui ne mangent rien, qui prennent un jouet. Ça, j'ai pas eu. Bon, j'ai eu des chiens qui m'ont quand même tout déplacé. Et vous notez ce que votre chien prend en premier et sur quoi il s'acharne le plus, sur quoi il revient le plus. Bref, vous observez un petit peu ce qu'il fait. Donc vraiment, vous installez le truc en dehors de sa présence, vous laissez votre chien y aller, il y va, il fait ça. Puis vous recommencez en remettant exactement les mêmes choses au même endroit. Petit à petit, votre chien, il apprend qu'est-ce qui est où. Et du coup, normalement, il devrait aller en premier sur ce qu'il préfère. Ça vous donne une idée de son goût. Mais ce goût, il peut quand même évoluer. Donc j'ai vu des compétiteurs, notamment une copine, qui, avant de sortir en agility,
montrait deux jouets à sa chienne et disait, qu'est-ce que tu veux? Et la chienne marquait, celui-là, ok, pas de souci. Elle posait l'autre. La chienne très vite a compris que qu'est-ce que tu veux? Ben, ça veut dire qu'est-ce qu'on prend maintenant. Et ça lui permettait donc de choisir entre deux jouets. Donc le premier test, qui est un peu plus long, il vous permet vraiment de trouver les goûts de votre chien, sachant que ça peut évoluer. Et vous risquez d'avoir des surprises. Par exemple, moi, tous mes chiens m'ont dit, mon truc préféré, c'est les croquettes. Les croquettes. Je m'embête à acheter, à découper des milliers de trucs. Les croquettes. Pas, même pas les croquettes pour chat spécial récompense que j'ai pu acheter. Non, non, les croquettes de tous les jours. Non, mais ça m'a mis les boules à un point, vous pouvez pas imaginer. Euh, Faire autant d'efforts pour arriver à... Ne t'embête pas, maman, les croquettes, c'est génial. Restez calme dans la vie, hein. Euh, je me perds. Le deuxième test, lui, il permet vraiment de faire un test sur un moment présent. Donc c'est très utile quand vous avez une petite armée de jouets dans votre voiture, vous allez faire votre séance là maintenant, et votre chien choisit là maintenant. On pourrait le faire également avec de la nourriture juste avant. En soi, c'est possible. Il faut juste mettre un rituel en place pour que le chien comprenne bien que qu'est-ce que tu veux, il pointe un truc, c'est ça qu'il aura. Il n'aura pas le reste. À force de répétition, il va capter. Parce que je l'ai peut-être pas assez répété, mais ils sont très malins. Euh, une fois que j'ai dit ça, vous savez ce qu'ils préfèrent. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est pas forcément ce qui le rend le plus calme. Ça veut dire que quand vous utilisez ce truc-là, il y a des chances que votre chien il monte en excitation. Et en fait, votre récompense, elle est intimement liée à la fois au niveau d'excitation que vous voulez et un autre truc qu'on n'a pas parlé mais qui est juste capital et ultra central et on devrait parler que de ça en vrai, la motivation de votre chien. Si votre chien il n'est pas motivé, vous obtenez rien. Donc, vraiment, vous allez bouger votre curseur de récompense en fonction de ces paramètres-là. Quel niveau de motivation je veux et l'émotion, elle donne quoi à côté. Si ça grimpe trop haut, il va falloir réduire, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à conseiller de faire un mélange avec... Donc moi, ce que je faisais comme mélange classique quand j'amenais ma chienne dehors, c'était des croquettes. Je dis, hein, c'est ce qu'ils choisissaient en premier. Des rondelles de gnocchi, parce qu'en extérieur, même si c'était des croquettes en premier, les gnocchis passaient bien, hein. Moi, je prenais au poulet parce qu'elle avait des problèmes digestifs, mais vous n'êtes pas forcé. Je mettais des poissons séchés, ça pue bien, c'est génial. Et ça n'a pas la même texture, ces trois trucs-là, ce qui fait que quand je mets ma main dans le mélange infâme, je sais ce que je prends. Et oui, ça fait des doigts qui puent, c'est une horreur. Et en fonction de ce que je voulais, ben, je choisissais. Je faisais ma balance sur place, quoi. Mais ça demande d'observer. Ça, c'est un peu le plus dur. Le problème, c'est plutôt quand vous allez utiliser des récompenses non alimentaires. C'est avec les récompenses non alimentaires que j'ai vu le plus de soucis. Euh, Parce que, alors ça enlève des soucis, précisons-le quand même, mais en termes d'excitation, les récompenses non alimentaires, donc généralement les jouets, euh, qu'on remue plus ou moins, ça fait très très vite monter une motivation, mais la motivation, elle est sur le jouet. La récompense alimentaire, votre chien, il l'a mangé, c'est fini quelque part. Donc l'excitation, elle monte pas de la même manière. Alors que le jeu, ça annonce une activité. C'est pas pareil. Euh, je vais en parler par rapport au frisbee et Kukuniwi ou le frisbee et Fenris. C'est deux chiens avec qui j'ai fait un peu de frisbee. Vraiment un peu, un peu, un peu, hein. Ne me prêtez aucun niveau en frisbee. J'ai réussi à faire rouler des frisbees sur la tranche et mes chiens les attrapaient. Et je suis très fière de ce niveau-là, hein, on est d'accord. Mais on est méga loin d'un début de frisbee qui ressemble à quelque chose. Et donc ce frisbee, euh, quand on veut que le chien lâche le premier frisbee, on va secouer le deuxième par exemple, et du coup la récompense c'est d'avoir ce deuxième frisbee. On le met en jeu, c'est un truc qui bouge, etc., etc. Ça fait des montées en excitation qui sont terribles. Et tout le problème c'est d'arriver à doser.
De dire, ok, j'accepte quoi, j'accepte jusqu'où. Pour ma part, l'excitation, c'est pas un souci tant que, tant que ça me met pas en danger. Ça met pas le chien en danger. C'est-à-dire que si il réfléchit plus, il essaye de manger les mains comme Kukuniwi, qui donc 5 kilos, qui va vraiment donne-moi le frisbee, c'est pas ok. Même si elle me faisait pas mal, c'est pas ok. Là, on est dans quelque chose qui est pas d'accord. Le chien qui se met à faire des sauts dans tous les sens, quitte à se vautrer pour attraper une balle, c'est pas ok. C'est trop haut. Va falloir potentiellement changer complètement de récompense. Mais là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Ça peut être dans la manière de donner, ça peut être dans le format de la récompense. Parce que par exemple, une balle, je peux la lancer, c'est vrai. Je peux aussi la donner au chien. Je peux même la déposer par terre, le chien la prend et la mastique. Et là, j'ai utilisé le même objet, mais je suis pas du tout sur le même niveau d'excitation. Il y a un monde entre ces différents trucs-là. La balle posée au sol, ça peut être apaisant. La balle lancée, ça peut être excitant. Vraiment un monde. Donc il va falloir vraiment que j'arrive à doser. Et l'autre critère qui est ultra important pour moi par rapport à l'excitation, c'est en combien de temps le chien redescend. Ça, c'est ultra personnel. Moi, par exemple, là, je suis en train de faire cette conférence, ce live. Ça me fait monter en excitation. Pompella, pompella. Bon, bah, dans les 3 heures qui suivent, je dors pas, hein. Peu importe à quelle heure on finit, dans les 3 heures qui suivent, c'est mort. Je dormirai pas. Mon excitation, elle est montée comme ça, bah, va falloir du temps pour qu'elle descende. Ok, votre chien se donne quoi? Si il monte comme un fou furieux, et puis le truc disparaît, il redescend aussi sec, il va renifler et il est à l'aise, c'est peut-être pas si grave que ça. S'il monte comme un fou furieux, et après il se fait 100 pas et il arrive plus à se maîtriser et ça va pas, bon bah là c'est pas ok. Si le lendemain de l'activité il est encore comme ça, c'est vraiment pas ok. Il va peut-être falloir changer un truc. Euh, dans les exemples de récompenses, on m'en a mis plein. Il y a les écureuils, les souris, les mulots, le cornflakes, les olives vertes. Moi, j'ai vu les carottes, les pommes vertes. Un chien fou furieux des pommes vertes. C'est pas grave, faut tester. Tant que c'est pas toxique pour le chien, ma foi, s'il aime ça. Faut oser tester une première fois quand même, hein. Faut avoir l'idée. Mais ça peut être énormément, énormément de choses. Le truc, c'est que euh, la motivation, elle dépend un petit peu de la joie quand même. Et la joie est liée à l'excitation. On va pas pouvoir les séparer complètement. À partir du moment où on veut un peu de motivation, il va falloir accepter un peu d'excitation. On peut pas avoir un chien qui est complètement posé, parce que sinon bah, il sera pas motivé. Donc c'est là où on a une balance qui a à faire. Et cette balance, elle s'apprend. C'est-à-dire que le chien apprend aussi que ça sert à rien de monter aussi haut parce que bah, s'il monte trop haut, vous allez redescendre. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Il y a Claudine qui dit dès que t'as un pic d'adrénaline, de toute façon, il faut faire redescendre. Ouais. Et on peut trouver des solutions aussi. Mais si vous êtes vraiment dans un moment d'éducation, cette excitation, quand elle est trop haute, même si c'est bien récompensant, ça va fonctionner pour de la capture, mais que pour de la capture. Parce que le shaping, vous avez besoin d'enchaîner les récompenses. S'il est monté trop haut, il n'y a plus de concentration, hein. Votre chien, il va faire n'importe quoi, ça va devenir un espèce de carnage sur pattes, donc vous n'arriverez pas à faire du shaping. Et le leurre, bah, c'est un peu pareil. Votre chien, il va faire n'importe quoi, il va peut-être vous défoncer la main au passage, mais ce sera très compliqué d'avoir un truc qui est à peu près propre. Au leurre, on a quand même des gens qui s'acharnent avec des trucs qui sont beaucoup trop hauts en excitation. Alors quand je dis truc, je parle pas du chien, je parle de la récompense. Un truc qui provoque une excitation beaucoup trop haute. Euh, mais c'est pas une bonne idée, quoi. Ce qui va être important euh, pour monter en gamme, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'implique la récompense. Donc par exemple, euh, je vais vous donner un exemple, je suis désolée, c'est pas réellement de l'éducation. Hmm, c'est plus du comportement à mon sens. Mais je pense quand même que ça peut être un bon exemple.
Quand vous faites de la capture, on peut faire de la capture parce que le chien, il est zen de voir d'autres chiens, par exemple. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire dans un cadre de réactivité. Donc voilà, on a quitté l'éducation qui coûte tranquille. Euh, donc je fais ma capture, le chien est zen. Ok. En faisant ma capture, si je donne une récompense, un jouet, je vais peut-être attirer l'autre chien. Je vais peut-être faire monter le mien en pression et du coup, ça va mal se passer avec l'autre chien. C'est pas du tout ce que je veux. Donc celle-là, bah, je risque de la supprimer très vite. Parce que les jouets, surtout les jouets de lancer, même les tugs, je risque d'attirer l'autre chien. Je peux pas prendre ce risque. Ok, donc il me reste quoi? Bah, la nourriture. Très bien, je prends ma nourriture, sauf que le problème c'est que quand je récompense mon chien, il va être tenté de me regarder. Et ça m'arrange pendant un moment, mais il y a un moment où ça m'arrange plus du tout. Par exemple, bah, je suis en balade, là je commence à être bien en intégration avec l'autre chien, mon chien marche à côté de cet autre chien, on arrive à marcher côte à côte et tout, il commence à vraiment communiquer avec l'autre chien. Là, si je mets une récompense, outre le fait que je peux attirer les deux chiens, bah, mon chien il va bouger, il va devoir se détourner, il va devoir faire des trucs qui sont de la communication pour l'autre chien. Ce qui veut dire que je vais avoir une influence sur sa communication directement. Or là, c'est pas du tout ce que je veux. Du tout, du tout, du tout. Moi, là, ce que je veux, c'est que mon chien, il continue à faire, a priori, exactement ce qu'il est en train de faire. Marcher tranquillement, se détourner quand il a besoin de se détourner de l'autre, pas relancer un mouvement, parce que si mon chien se détourne complètement et il vient vers moi, il va peut-être aspirer le mouvement de l'autre, donc il va peut-être être suivi, et à nouveau, c'est peut-être pas ce qu'il faut à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, ben, je supprime quasiment toutes mes récompenses. Des fois, je vais garder un tout petit peu de voix. Oui. Et si mon chien il réagit trop, bah, je vais peut-être faire sauter ça aussi et me dire auto-récompense, juste il voit que ça se passe bien. C'est déjà ça de prix. Parce que mes récompenses peuvent être dommageables. Et attention au pouic. Oui, oui, là on n'en parle même pas. Effectivement. Comme je disais, toujours prendre en compte, surtout quand on bosse avec plusieurs chiens, ce que ça provoque sur ce deuxième chien. Donc là, vous voyez que je suis dans une situation qui est ultra particulière, c'est vrai. Mais j'ai besoin de récompenser mon chien. C'est quoi ma récompense? Ben là, il va falloir que je cherche vraiment le plus petit truc, le moins dommageable, le moins impactant sur le comportement. Et potentiellement, c'est juste continuer et rien faire d'autre, en pariant sur une autorécompense. Et des fois, c'est un petit peu plus, mais pas grand-chose, comme ce petit oui. Puis des fois, je vais pouvoir me permettre un peu plus encore, mais pas toujours. Euh, donc, ça va être à moi de vraiment prendre en compte l'environnement et mon objectif pour choisir ce qui est intéressant. Euh, On parlait d'émotion. Si je décide quand même de le récompenser à la nourriture, ce chien, ou au jouet, potentiellement je vais le faire monter en stress. Parce qu'il peut faire de la protection de ressources. Se dire, mon Dieu, l'autre va peut-être venir chercher mon jouet. Vous savez, le truc que moi je craignais. Potentiellement, le chien le craint aussi. Et là, à nouveau, ça va peut-être faire ce que je voulais pas. Il y a Claudine qui dit, tu as un truc qui fonctionne parfaitement. Dès lors que tu as créé un lien, tu transmets tes émotions. De fierté, inutile de parler. Et oui, on a des transmissions d'émotions. Alors moi, j'aime bien y mettre un petit peu de parole quand même, mais je suis quelqu'un de bruyant, ça doit être pour ça. Euh, mais oui, on a des transmissions d'émotions qui sont super utiles, super importantes dans ce genre de cas, et qui peuvent être vraiment tout à fait renforçantes. Donc là, on est vraiment dans des cas particuliers, mais vous voyez que du sujet de quelle récompense je choisis, où on peut pas commencer à simplement choisir un truc qui est motivant assez pour que le chien fasse ce que je veux. On peut arriver, ok, mais qu'est-ce que ça provoque en termes d'excitation sur le long terme, sur l'autre chien. Dans cette situation-là, on peut se rendre compte que il y a des récompenses qui vont amener du mouvement, comme des jouets. Il y a des récompenses qui vont pas amener de mouvement, comme la nourriture. Bah, peut-être que en fonction de ce que je veux faire, bah, je vais choisir l'une ou l'autre. Il y a des récompenses qui sont plus faciles à donner à distance, des récompenses qui sont moins faciles à donner. En fonction de ce que je veux faire, je vais changer, et ainsi de suite. Donc vous voyez que les sujets de débutants deviennent très vite des sujets d'experts. Et ça, c'est vraiment le truc que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que qu'il y a que des sujets d'experts
tous les sujets de débutants sont des sujets d'experts. Ça vaut le coup pour tous les sujets de débutants que vous pensez être vraiment ultra faciles, d'y réfléchir vraiment et dire est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est un peu plus compliqué que ça? Et très vite, si, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai suffisamment parlé des émotions? Là, j'ai parlé d'excitation puisqu'on est vraiment dans un cadre éducatif. Je vous parle pas de la peur, je vous parle pas des autres. Il y en a une dont j'ai pas parlé là qui pourrait être intéressante quand même, qui est la frustration. Euh, et donc, un truc à retenir, c'est notamment si vous avez un chien qui monte vite en frustration, il faut déjà juste en prendre conscience. Au fait, mon chien monte vite en frustration. Étape 1. Ça paraît bête, mais vraiment étape 1. Si vous êtes dans l'autre cas, vous êtes un peu plus tranquille. Quand vous en avez pris conscience, vous pouvez vous demander si la capture reste une bonne idée. Parce que la capture, c'est une seule fois. Donc, quand vous avez donné votre récompense, est-ce que votre chien, il arrive à dire, OK, c'est bon, c'est fait, et puis je peux repasser à autre chose. S'il n'y arrive pas, peut-être qu'il faut que votre récompense soit très 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 faible pour que ce soit plus facile pour lui. Ou peut-être que la capture, pour l'instant, c'est pas encore la meilleure solution. Ça vous en laisse deux autres. Il faudra quand même arriver à gérer les fins de séance. Vous pouvez tout à fait dire à la fin de séance, je lance une activité longue comme des croquettes dispersées dans l'herbe, pour avoir un truc très coulant qui va lui prendre du temps, il va redescendre tranquillement, ou je lui donne un objet à mastiquer pour que je l'aide à redescendre. Ou on part faire une balade. Pareil, dans cette idée de, au fait, on redescend. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'il monte pas en frustration pendant la séance? Donc imaginons entre deux clics de shaping. Vous avez votre clicker, vous essayez d'apprendre la cible, votre chien il fait là, et là il fait ah j'en ai marre, j'y arrive pas. Et il est monté très très vite et vous voyez votre chien ultra énervé en 3 secondes. Eh bien en fait ça peut dépendre de votre taux de clic. C'est-à-dire que on a vraiment un taux de clic à la minute, à quel rythme vous cliquez. Si vous y allez trop lentement, il y a des chiens qui montent en frustration ou en désintérêt. Moi, c'était plutôt mon souci. Des chiens qui font hein, ouais, non, bon, hein, on en reparle demain. Ok, ça c'est un type de problème. L'excitation a pas l'air beaucoup plus drôle à gérer, mais honnêtement, c'est pas rigolo non plus. Le désintérêt qui arrive très très vite comme ça, de manière très brutale. Même si c'est plus tranquille que de l'excitation, ça reste pas rigolo. Mais donc quand on a de l'excitation, ça peut valoir le coup de monter son taux de clic, ou ça peut valoir le coup de le descendre un petit peu. Souffle un coup, tu sais qu'on prend le temps. Voilà, on prend le temps. Euh, Parce que des fois, on a une espèce d'emballement. Le chien a l'air pressé, on est pressé, le chien a l'air pressé, on est pressé. Et comme ça, on se retrouve avec un truc surprenant. Pour la petite histoire, un jour, j'étais en balade avec une cliente et je me dis, on marche quand même drôlement vite. Mais vraiment, là, on marche quand même drôlement vite. Moi, je marche pas très vite normalement. Et là, il faut vraiment que je me presse. Et au fur et à mesure de la balade, il fallait que je me presse de plus en plus. Je dis, mais il y a un problème quand même. Et j'essaye d'en parler à ma cliente. Elle me dit, oui, mais c'est parce qu'il me tire. Ben oui, mais tu marches très vite. Ben oui, mais c'est parce qu'il me tire. Du coup, je marche plus vite. Mais il tire quand même après. Oui, du coup, je marche encore plus vite. Et à la fin, on fait quoi? On court? C'est censé être un marathon. Il faut me prévenir, moi, parce que je suis pas sportive. Si vraiment à la fin on court, je vais être pas bien. Euh, donc je dis, ça te dit on ralentit, mais vraiment? On a ralenti vraiment? Le chien a ralenti vraiment? On a encore ralenti vraiment? Et le chien s'est mis à renifler. Et moi j'ai soufflé un petit coup. Je dis non mais il faut pas me faire ça. Euh, Quand ton chien tire, je comprends que tu as envie d'accélérer, mais en réalité là, peut-être qu'on peut aussi lui dire tout doux mon loulou, c'est une balade. On a le temps. Et des fois juste de eh ben, le chien, il souffle aussi et ça évite l'escalade. Donc, des fois, on a vraiment des duos comme ça qui s'auto-entretiennent. Alors, quand votre chien, vous voyez qu'il monte en frustration, qu'il monte en excitation, c'est peut-être le moment de sortir un miroir et de dire à quel point je suis calme et zen, à quel point je suis ultra pressée et stressée. Et des fois, en fait, on est stressé de louper le bon moment.
Du coup, on est un peu hâtif. À vous de voir où vous voulez mettre le curseur. Moi, j'aime bien les séances cool. Alors, je sais qu'il faut quand même un taux de clic minimum par rapport au désintérêt dont je parlais. Euh, mais voilà, un juste milieu. Donc, on a parlé de la frustration et de l'excitation. Je pense qu'on a les deux gros problématiques de comportement en éducation positive. Le dernier, en termes d'émotion, ça va être plutôt des problèmes du type de la protection de ressources, mais là, on rentre vraiment dans du comportement pur et dur et de la gestion. C'est pas notre thématique du jour. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? La résignation, peut-être? Ouais, non, pas en éducation positive. Normalement, on devrait être un peu tranquille. Normalement. En fait, la résignation, c'est quand le chien se sent impuissant. Donc, bah, faute d'être impuissant, au bout d'un moment, il dit bah alors je fais plus rien. Normalement, en éducation positive, on n'y arrive pas. Je dis normalement parce que on a beau vouloir bien faire, parfois on se plante. Et même souvent, on se plante. Et des fois, on se plante dans les grandes largeurs. Donc, on peut se retrouver à faire un truc qui n'était pas volontaire. Euh, Normalement, on tombe pas dedans. Je réfléchis. Là, on est vraiment dans des séances d'éducation, donc on n'est même pas, on devrait même pas trop avoir de punition négative, donc on ne devrait pas trop avoir la situation en vrai. Oui, Caroline, pas de Pardon, souci. pardon, j'arrive pas à trouver mon micro. En fait, malheureusement, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés faire de l'éducation positive et qui, malheureusement, mettent les chiens en résignation, et pas que. Non, non, mais Et ça, pourtant, ils pensent bien faire. c'est le gros gros souci, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'éducation positive. C'est pour ça que là, on en est au troisième live. J'ai déjà mis un contexte. Qu'est-ce qu'on fait? Là, normalement, vous donnez des récompenses et vous faites de la capture du leurre ou du shipping. Capture leurre shipping, normalement, on est dans un bon cadre. Le problème, ça va être plutôt quand on va commencer à réfléchir à quelle punition on met en place pour régler des problèmes. Donc, notamment de la punition négative. Je vous explique pas aujourd'hui ce que c'est, parce que là, je suis sûre qu'on dépasse le 20h30. C'est pas le but. Euh, Le prochain live, je sais pas. On va voir. On va voir. Il faut que je réfléchisse un peu à quelle sauce je vous mange pour le dernier, pour faire un truc relevé. merde, c'est déjà le dernier. Le suivant, c'est le dernier, ouais. Là, on est au troisième. Oh putain, faut chier. Euh, Bah, ça va vite, hein. Mais après, on reprend les lives Patreon, tout va bien. T'inquiète pas, vous me verrez encore. Pour tous les Patreons, en tout cas. Euh, donc non, je pense que là, on devrait être dans un cadre qui est assez sécure pour pas avoir le souci. Sachant que la résilience, en plus, c'est très dur de l'avoir. Donc, c'est un truc qui est compliqué. Ce que je propose maintenant, c'est que je vous donne des devoirs. Euh, et puis... le dernier, c'est dans 2 semaines. Donc, c'est une semaine sur deux. C'est pas, je sais pas combien ça fait, mais c'est dans 2 semaines. Donc, les devoirs. Ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous tapiez Portal Games sur YouTube, que vous alliez voir une vidéo, pas forcément la première qui sort, et que vous réfléchissiez à pourquoi la personne qui clique, clique. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? J'aimerais bien que vous preniez le temps d'arriver à refaire son plan. Le plan qu'elle a peut-être dans sa tête, ou en tout cas le plan qu'elle a appliqué, avec les différentes étapes. Tu peux répéter la question. Je répète. Vous allez sur YouTube, vous tapez Portal Games. Vous essayez de trouver une vidéo de Portal Games. C'est pas facile à trouver. Au pire, j'essaierai d'en mettre sur la page Und. Non, pas Portal. Comme Portal, mais sans le A. Porte-le. Je ne sais pas prononcer ce truc-là. Euh, Vous regardez vraiment la vidéo.
plusieurs fois, une première fois pour dégrossir, plusieurs fois. Vous mettez bien le son pour entendre les bruits du clicker. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que cette personne clique? Et vous essayez de recomposer son plan. Si vous avez un humain disponible, vous testez le Portal Game. Pas avec ce plan. Vous faites un petit truc basique comme lui apprendre à faire bouger une petite voiture. Donc vous lui mettez une petite voiture devant, il regarde la petite voiture, vous cliquez, il touche la petite voiture, vous cliquez, commence à faire rouler la petite voiture parce qu'une petite voiture, ça appelle à faire rouler. Donc il fait rouler sa petite voiture, vous cliquez. Et puis vous pouvez jouer, par exemple, vous lui mettez un autre objet, un dé, et vous attendez de voir s'il fait le même mouvement. Voilà, vous avez appris un comportement improbable en Portal Game. Ok? Vraiment un truc facile. Si vous pouvez réussir à mettre un marqueur dans l'histoire, bravo, c'est très bien. Comme ça, vous pourrez en plus le demander avec un marqueur. Si vous mettez plusieurs marqueurs, vous pouvez demander plusieurs trucs. Ça peut être rigolo. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller très loin. Voilà, juste un truc ultra basique. Et ensuite, une fois que vous êtes déjà dégourdé un peu, vous pouvez réfléchir à est-ce que ça vaudrait le coup de tester le plan que j'ai noté? Est-ce que je peux tenter ou pas? Alors, les plans qui sont filmés, ils sont souvent complexes. Méfiez-vous. Mais ça peut valoir le coup. Ah oui, c'est du shopping, hein, c'est du shopping. Le Portal Game, c'est du shopping. Surhumain. La voiture à retourner. Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Moi, je faisais des voitures qu'on fait avancer. Mais globalement, donc là, l'idée, c'est d'avoir trouvé, c'est ce que je vous disais en passerelle, une voiture. On a souvent, je pense que tout le monde a joué aux petites voitures à un moment dans sa vie, à faire rouler des voitures. Donc si on pose une petite voiture devant vous, il faut faire quelque chose. Il y a de bonnes chances que vous attrapiez la voiture, que vous la fassiez rouler. Euh, Si vraiment, vraiment la personne ne le fait pas, vous pouvez être beaucoup plus embêté. Et là, il va falloir trouver une nouvelle voie. Ça peut être vraiment ennuyant. Mais c'est Ok. généralement le genre de passerelle qui fonctionne. Oui, Caroline. Attends, parce que j'étais en train d'essayer de cliquer un truc, mais j'arrive pas. Euh, Si on a tous ses amis en vacances, on peut, on peut faire la voiture avec son chien. C'est une blague. Si tu as tous tes amis en vacances, c'est un peu plus compliqué. J'ai jamais essayé de faire à travers écran. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne. Sur le papier, en termes de timing, ça va être un peu compliqué, mais je pense que ça peut fonctionner. Donc si certains veulent se donner rendez-vous pour tenter ça, vous pouvez Bah, tester. moi, je me disais que si j'essayais de le faire avec mon chien, que quand il met la patte dessus, la voiture, elle avance et que j'arrive à choper le truc. Alors, le truc, c'est que normalement, l'idée du portal game, c'est que tu cliques l'autre et à un moment, l'autre te clique. Ah, d'accord. Alors, si tu arrives à faire ça à ton chien, moi, je veux bien. Je veux Non, bien mais lui, essayer il va aussi. jamais me cliquer, en fait. Ça marche pas. Après, j'avais mon Australien qui prenait le clicker et qui cliquait. Donc bon, Waouh! Oui, capturer quel comportement? le fait de lui filer à bouffer, il avait très bien compris. Ok, pourquoi pas, moi, ça me va. Mon idée, c'est d'essayer de vous donner l'objectif, donc vous avez 2 semaines avant la prochaine live, juste de tester. De tester un coup de portal game euh, à l'occasion, quoi. Si vraiment vous pouvez pas, peut-être par écran, si vraiment vous n'y arrivez pas du tout, bah, je vais pas venir vous taper sur les doigts, hein. Ici, on fait de l'éducation positive. Mais si vous le faites, je risque de vous féliciter le coup d'après. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. En termes de motivation, vous me direz où on en est. Je pense que l'excitation ne devrait pas crever le plafond. Donc, ça devrait aller. Voilà, et on va s'arrêter là-dessus, sauf s'il y a des questions. Pas de questions? Il y a Knipif qui dit qu'il est OK pour open pour du portal game en vidéo. Donc si il y en a d'autres qui veulent vous pouvez, je partagerai le lien, mais faut pas, je remettrai la vidéo, donc vous pourrez rediscuter en Ouais. dessous. Mais n'hésitez pas, voilà, à vous capter. Euh, Il y a pas, même les gens qui regardent en replay, hein, vous n'êtes pas épargnés de devoirs. Vous pouvez faire les devoirs. Et du coup, vous pouvez
vous trouver. Oui, Knipif, tu trouves ton micro ou pas? Pour l'instant, t'entends pas. Oui, Et là? ouais, c'est mieux. Ok. Ouais, moi je suis le truc que, enfin moi éventuellement que je propose, c'est du portal, enfin j'en ai fait un peu pas mal, faire du portal game en vidéo sur un sujet que, enfin sur n'importe quel exercice quoi. Est-ce que c'est l'idée ou c'est-à-dire faire du portal à deux, c'est-à-dire qu'en gros je fais un plan d'entraînement, on va dire. J'ai un apprenant en face, donc je me démerde pour cliquer au bon moment, c'est que j'ai pas gagné, et puis après on inverse les rôles. Oui, c'est ça. Globalement, c'est chacun son tour, on inverse les Ah rôles. ouais. Comme ça, bah, vous avez à la fois la sensation d'être cliqué, vous voyez un peu ce que ça donne. Il faut que vous trouviez une manière de récompenser. Ça peut être de mettre un petit smiley, hein, c'est par ordi, c'est Ouais. pas grave. Mais il faut que vous ayez une récompense. Mm. Euh, L'idée, c'est aussi de choper des automatismes comme donner sa récompense. Donc Et ça peut valoir le et coup. le bon timing, parce que nous on nous a fait cliquer des rebonds de balles de tennis, c'est un grand classique, Ouais, j'imagine. c'est un classique. C'est très doux. Mais Céline, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je fais ça avec Nick Pif, Ouais, est-ce que lui, il a monté son plan d'entraînement et quand c'est mon tour, c'est moi qui ai monté mon plan d'entraînement? c'est C'est pas le ça. même, en fait. C'est pas le même. Vous pouvez faire la même chose, vous n'êtes pas Sur forcément un faire la plan. même chose. Vous pouvez vous entraîner sur des trucs différents. Il vaut mieux même s'entraîner sur des trucs différents si vous savez ce que l'autre a. Euh, ouais, alors par Mm. contre, je réfléchissais à un truc, il faut qu'on ait les mêmes objets. Par contre, il faut avoir les mêmes objets. Voilà. Euh, Alors D'accord, après, avant. ou il faut au moins que vous sachiez bien ce que l'autre a. Si vous n'avez pas les mêmes, c'est pas dramatique, mais oui, ouais, c'est ça, ouais. il faut une série de petits objets. Ouais. Vraiment, le matériel pour faire du Portal Game, c'est une série de petits objets. Donc, Bah, un grave, gobelet, un cube Lego, une petite voiture, voilà, enfin. ce genre de truc. Un stylo. Ça peut être un Aussi. stylo, ça peut être plein il faut qu'il y ait une série de petites bricoles. Ouais. L'autre va sélectionner ce qu'il va utiliser en fonction de ce que vous avez. Et puis après, bah, il va essayer de se débrouiller. Si le gros plan marche pas avec les objets, vous pouvez tout à fait annoncer, bah, pour le gros plan, j'aurais besoin que tu aies un dé, un jeu de cartes. Est-ce que c'est faisable pour toi ou pas? Peut-être, peut-être pas. Après, l'idée, c'est de rester peut-être sur des objets super simples, quoi. C'est ça. Mais ça, Voilà, c'est. c'est à vous de vous organiser ou d'adapter son plan, ouais, pour des objets simples. Mais ce morceau-là se fait. Ouais, ça me branche bien, ça, parce qu'il faut que je le fasse avec madame, mais elle est tellement claquée que je, Moi, monsieur est allergique. je vais prendre un truc je vais prendre un truc dans la gueule. J'aurais beau cliquer. Monsieur appréhende avant même qu'on essaie. Il me regarde en mode non, je veux pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Or, c'est un truc de partenariat, on ne peut Ouais. pas forcer l'autre. Donc, Après, s'il aime bien cliquer, non. bon, ouais, donc là, c'est mort. Non, j'attends ma fille. Je sais pas si à 2 ans, elle peut déjà me cliquer. J'ai un doute. Je pourrais la cliquer, ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais l'inverse, j'ai un doute. En plus, elle adore les perles, alors on est tranquille. Ouais. Bah, voilà. Si elle adore les perles et que l'aspirateur aussi, Bon. ok, ça marche. Tu peux être Eh ben, en surprise. tout cas, moi, je Moi, suis elle est d'accord de le faire avec toi, hein, si tu veux, Ah bah Nico. ouais, ouais, ouais. Bah faudra que je trouve un moment parce que là, je t'avoue, je suis en pleine préparation de concours, enfin d'épreuve canine. C'est dans 3 semaines et avec les vacances, on est super à la bourre. Mais si vous Bah, pouvez pas le faire d'ici les 2 semaines, vous pouvez le faire après. Non, mais enfin, on va se démerder. Je ferai ça pendant voilà la mes heures date, Céline. je ferai ça pendant mes heures de boulot alimentaire. La date du suivant, le 28 août, Ah, super. Cool. toute fin août. Je serai rentrée. Je serai chez moi. Dans ma petite campagne. Je vous laisse là-dessus. Ok, ça Oui. marche. Ciao, ciao. Bonne Ciao, soirée à tout le monde. bye Ouais. bye.